on va poursuivre donc la prochaine présentation avec Dr. Annick Dubois, que je vais demander de s'approcher. Alors, Dr. Dubois est interniste gériatre, professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a travaillé d'abord au CHUM et a fondé en 2015 le service de gériatrie spécialisé à l'hôpital Le Gardeur, où maintenant elle pratique à temps plein. Elle enseigne aux externes et aux résidents en médecine spécialisée et elle est co-responsable du développement de l'implantation de l'approche interdisciplinaire Optima au CHUM. Optima voulant dire optimisation des soins aux personnes âgées à l'hôpital. Alors, Dr. Dubois va nous entretenir dans la prochaine heure sur les anticoagulants. Les anticoagulants plutôt chez les fibrillations éclair chez les personnes âgées. Donc, on va probablement de nouveau parler du patient frère et des anticoagulants dans cette population. Donc, on a une présentation de, je crois, 40 minutes, suivie d'une période de questions. Puis je rappelle encore une fois, là, pour les questions, de les poser dans le Q&A. C'est plus facile pour moi de les lire. Alors, merci. Bonjour. Surprenez-vous pas, là, je vais peut-être enlever des pleurs à mesure parce qu'ici, on veut vraiment préserver le cerveau des médecins. On gèle dans la salle. Je n'ai pas plus sur moi. Donc, je vais vous entretenir effectivement là, dans la fibrillation chez la personne âgée parce que, comme vous avez vu, il y a déjà plusieurs petites questions là, qui trempent là, dans le chat. Là. Dans le fond, juste comme conflit d'intérêt, je suis conférencière pour Pfizer et Bristol-Myers Squibb, mais évidemment, il n'y a pas de droit de regard sur le contenu de mes diapositives. Juste pour expliquer un petit peu le processus là, de ma conférence, c'est que j'ai fait une revision de la littérature, mais avec une visée de qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les données chez les personnes très âgées. Donc, je vais vraiment me concentrer beaucoup chez les 80 ans et plus parce que cliniquement, c'est le questionnement qu'on a quotidiennement, surtout en médecine familiale. Donc, c'est le fruit de ce travail-là que je vous présente. Donc, vous avez eu les objectifs, on va passer ça. Dr. Mansour vous a déjà parlé de la démographie. Je voulais juste ramener ça plus aux 80 ans et plus, où est-ce qu'on a 12 % de la population qui a de la fibrillation auriculaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au travers du risque d'à peu près du risque hémorragique versus du risque thrombotique, rapidement, le risque thrombotique augmente dans cette clientèle-là quand on rajoute des facteurs au CHADS. Donc, le risque de base est déjà élevé, puis on peut monter jusqu'à 23 % là, de risque d'ACV. Donc, il faut vraiment avoir une très bonne raison là, pour ne pas l'anticoaguler de cette population-là. Puis, c'est ce que je vais vous montrer à travers la conférence. Donc, ici, on a déjà un premier graphique. Là. Vous allez voir, il y a beaucoup de graphiques. Là. Le contenu est quand même assez chargé, mais j'ai donné l'autorisation d'avoir accès à la conférence si vous voulez les méditer un petit peu plus longtemps. Donc, vous voyez ici que le risque thromboembolique entre les en bas de 85 ans puis les en haut de 85 ans augmente de façon dramatique, mais le risque de saignement aussi augmente. D'où la frilosité là, des médecins d'anticoaguler des gens, par exemple, qui auraient 88 ans. Vous voyez ici que, donc, malgré le risque hémorragique, on voit en valeur absolue là, que si on fait le pour et le contre, quand on avance en âge, le risque d'anticoaguler est plus petit que le risque de thromboser, et même chez les gens qui sont très âgés. Là, donc ici, on comparait les anticoagulants versus aspirine ou versus pas d'anticoagulants. Donc, comme il l'a expliqué tantôt, Dr. Mansour, avoir un ACV, c'est pas banal. Puis, le message que je veux donner ici, c'est qu'il n'y a pas juste les atteintes motrices, il y a tout le reste qui vient avec, là, au niveau cognitif, au niveau de la dépression, au niveau fonctionnel, pas juste au niveau de la mortalité non plus. Et des fois, on entend « Ah, ben oui, mais là, tu sais, il est rendu Alzheimer, il est rendu dépendant aux AVQ, AVT, fait qu'on pourrait arrêter les anticoagulants. » Mais dans la rationalisation des médicaments, sur le plan des guidelines gériatriques, les anticoagulants ne sont pas les médicaments qu'on arrête en premier. Au contraire, on a tendance à les garder jusqu'à la fin de la vie parce qu'un ACV, ça a un impact important, peu importe la fragilité de la personne. Et si je prends deux exemples, on prend l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est en CHSLD, qui est mobile, qui est dépendant, qui a une certaine qualité de vie résiduelle. Si on lui rajoute un ACV moteur, puis qu'il se ramasse en fauteuil roulant parce qu'il ne peut plus marcher, on vient de clouer encore plus là, sa qualité de vie dans le plancher. Là. Puis, c'est pas ce qu'on veut chez cette clientèle-là. J'ai aussi une histoire d'un patient qui avait un diagnostic de cancer qui était en pleine forme. Il avait 88 ans et foudroyant cancer, décédé en dedans d'un mois. Ils ont cessé les anticoagulants oraux dans la rationalisation pour les soins palliatifs.
il avait toute sa tête, puis 10 jours avant de décéder, il a fait un gros ACV, puis il a perdu le contact avec sa famille. Donc, il faut avoir quand même, il faut penser aux répercussions d'un ACV chez une personne âgée. Ça fait depuis 2001 que la Société américaine de gériatrie s'est clairement positionnée qu'on doit anticoaguler les personnes âgées qui ont une fibrillation auriculaire pour les raisons que je vous ai données tantôt. Puis vous voyez que le risque d'emblée est de 8,1 % par année, juste sans facteur de risque de thrombosée chez cette clientèle-là. Donc, il faut que ton risque de saignement soit très élevé pour contrecarrer ça, pour empêcher l'anticoagulothérapie. Et comme il a été spécifié tantôt, toutes les personnes âgées ne sont pas pareilles. Donc, quand on a des populations de 50 ans, on peut à peu près avoir une santé moyenne populationnelle qui est la même. Mais quand on vieillit, on a des gens qui ont un vieillissement réussi, puis on a des gens chez qui ça se passe moins bien. Donc, c'est difficile de faire des guides de pratique parce qu'il y a beaucoup de personnalisation. Puis évidemment, les études ne vont pas aller faire nécessairement des études chez des clientèles particulières. C'est très difficile, même avec les paramètres de fragilité, d'avoir vraiment une population très, très homogène. Donc, c'est pour ça que dans le quotidien, les médecins vont avoir tendance à craindre l'anticoagulothérapie parce que les personnes sont âgées, les personnes tombent, ils ont des troubles cognitifs, sont fragiles, ils ont de la malnutrition, de la polypharmacie. Donc, on voit toutes sortes de recettes dans la communauté pour essayer de... Je vais peut-être y en donner, j'y en donnerai pas, ou je vais en donner un petit peu. Donc, ce que je vais essayer dans les prochaines diapos, c'est de vous présenter les études qu'on a, parce qu'il faut travailler avec ce qu'on a, et de vous montrer qu'est-ce qu'on a actuellement comme expérience dans l'anticoagulothérapie chez la personne très âgée. Donc, je vous rappelle que dans les grandes études au niveau des AOD, le moyenne d'âge était autour de 72 ans. Donc, on n'est pas du tout devant une population, à notre avis, gériatrique. Pour nous, c'est de la pédiatrie, 70 ans. Donc, il y a moins que 0,5 % des patients qui avaient 90 ans et plus dans cette étude-là. Puis on n'a pas de données sur leur degré de fragilité. Et on n'a pas donc de données spécifiquement très solides chez les patients qui sont fragiles. Quand même, quand on regarde en termes de groupe, ici on a une étude rétrospective qui regarde l'ensemble des anticoagulants oraux directs. On voit que chez les 80 ans et plus, on a quand même un bénéfice par rapport à la warfarine au niveau de tant les événements thromboemboliques qu'au niveau des événements hémorragiques et entre autres les événements intracrâniens. Donc en tant que classe, c'est rassurant. Ici, on regarde des patients 75 ans et plus, mais les patients plus fragiles. On n'a pas de données ici avec les doxavants. D'ailleurs, j'en profite pour passer le commentaire que tout le long de la conférence, quand je ne mentionne pas les doxavants, ce n'est pas par omission volontaire. C'est que le doxavant a pris le marché tardivement. Donc, il y a beaucoup d'études et de grandes études où est-ce que les doxavants n'est pas inclus parce qu'il y avait peu de patients dans la communauté pour les inclure. Donc, ici, les doxavants n'est pas inclus. Et vous voyez que au niveau des événements thromboemboliques, il y a un bénéfice par rapport au Coumadin et de même qu'au niveau des saignements. Donc, on sait que chez les 75 ans et plus, il y a probablement un avantage au Coumadin versus aux AOD versus le Coumadin. Ici, on a une grande étude où est-ce qu'ils ont regardé les 90 ans et plus, puis ils ont fait 2 bras. Je vous présente le bras ici, NACO chez les 90 ans et plus. Donc, versus warfarine, vous voyez qu'ils se comportent à peu près pareil, mais au niveau des saignements intracrâniens, les AOD ont un net avantage à la warfarine. Donc, même chez les très âgés, on a un bénéfice au niveau des saignements intracrâniens. Maintenant, je vais passer chacune des grandes études mères pour vous présenter les sous-données qui ont été publiées chez la clientèle très âgée. Donc ici, on a l'étude avec dabigatran où on a une sous-cohorte de 80-84 ans qui a été publiée, où on voit que même si graphiquement ici, ça semble statistiquement significatif, il n'y a pas de différence entre dabigatran et la warfarine en termes d'efficacité chez le groupe des 80-84 ans. Quand on regarde, par contre, au niveau des effets secondaires sur les saignements, on voit qu'à partir de 80 ans, la dose, les saignements majeurs commencent à être plus prédominants et ils augmentent d'autant plus avec la dose de 150. Et quand on regarde les saignements intracrâniens, on voit que le dabigatran est quand même protecteur, mais ça devient non significatif en haut de 85 ans parce qu'on n'a pas assez de patients, là. Et quand on regarde les saignements extracrâniens, les saignements augmentent avec les 2 doses, peu importe la fonction rénale. Donc, le dabigatran est probablement comparable chez les très âgés, mais en termes de saignement, il est moins sécuritaire que le Coumadin.
Ici, on a l'étude avec rivaroxaban chez les 75 ans et plus, où est-ce qu'on démontre que le rivaroxaban a peut-être une tendance à être meilleur que le Coumadin, mais au niveau des saignements, il y a une tendance à saigner plus. Même au niveau hémorragique, là, il y a pas au niveau des ACV hémorragiques, il n'y a pas d'amélioration statistiquement significative, mais il y a une tendance peut-être à être meilleure. Par contre, il y a 70 plus de saignements gastro-intestinaux. Puis l'argument qu'on nous sert souvent, c'est un saignement gastro-intestinal, on peut transfuser le temps que ça finisse, puis on va protéger le cerveau. Sauf que nous, la réalité en gériatrie, c'est que souvent, ces patients-là saignent à bas bruit sur des mois. Puis, ils se ramassent avec de la fatigue, de la perte d'autonomie. Et là, ils consultent leur médecin. Là, il y a la famille ou la famille ne les fait pas consulter parce que tout le monde met ça sur le vieillissement normal, alors que c'est pas normal d'être comme ça. Et là, ils se présentent tardivement jusqu'à ce qu'on découvre que soit qu'ils rentrent d'urgence à l'hôpital avec une hémoglobine à 65 ou qu'on les ramasse, nous, dans notre bureau en perte d'autonomie qui va être irréversible. Donc, les hémorragies digestives, ça tue, mais surtout, ça enlève la qualité de vie parce que souvent, on dépiste tardivement là, la cause de l'anémie puis sa cause aussi. Donc, chez les 80 ans et plus, avec rivaroxaban, ce qu'on a vu, c'est que l'efficacité est toujours comparable à la warfarine, mais chez ce sous-groupe-là en particulier, il y avait plus d'hémorragies graves et plus d'hémorragies de toute cause aussi, là. Donc, on voyait que chez les 75 ans et plus, là, il y avait le taux d'événements digestifs qui était significativement plus élevé, mais chez les 80 ans et plus, on voit que la tendance de saigner augmente. Ici, c'est une étude qui est subventionnée par Bayers et eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est une étude prospective. Puis dans cette étude-là, ils prétendent là, que le rivaroxaban est protecteur au niveau des issues, de même qu'au niveau des saignements. Mais par contre, quand on analyse comme il faut l'étude, la branche de rivaroxaban avait beaucoup moins de comorbidité et de syndrome gériatrique. Donc, c'est très difficile avec cette étude-là d'établir qu'il y a une supériorité au Coumadin, là, compte tenu que les groupes ne sont pas comparables. Avec edoxaban, on a aussi des données chez les 75 ans et plus qui ont montré que l'efficacité était comparable à la warfarine. Ici, il y a une tendance à une efficacité supérieure, mais qui est non significative. Par contre, contrairement au dabigatran puis au rivaroxaban, il y avait moins d'ACV hémorragique, il y avait moins de saignements majeurs, puis il y avait moins de saignements fatals. Par contre, il y a toujours plus de saignements gastro-intestinaux avec cette molécule-là que par rapport à la warfarine. Si on va dans la sous-analyse des 80 ans et plus, on a toujours une efficacité qui est comparable chez les 80 ans et plus. Ici, c'est les lignes oranges, là, dans les issues primaires. Puis, par contre, au niveau des hémorragies, on a encore moins de saignements majeurs puis moins de saignements intracrâniens de façon statistiquement significative avec l'edoxaban. Et il y a toujours une tendance à un saignement digestif plus élevé. Si on va maintenant avec apixaban, l'étude d'Aristotle, c'est la première étude, en fait, c'est la première molécule qui a démontré qu'à tout point de vue, l'AOD était supérieur à la warfarine, donc tant en termes des issues primaires chez les 75 ans et plus, au niveau des saignements majeurs, des saignements totaux, des saignements intracrâniens, sans augmentation des saignements digestifs. Donc, c'est la première molécule qui a vraiment un bénéfice à tout point de vue là, chez la clientèle âgée. Si on regarde chez les 80 ans et plus, il y a une efficacité qui est comparable, mais on demeure avec moins de saignements hémorragiques majeurs, moins de saignements de toute cause, puis moins de saignements intracrâniens. Donc, même chez les 80 ans et plus, cette tendance-là se maintient, ce qu'on ne voyait pas avec les autres molécules, et c'est toujours des données qui sont tirées des études randomisées contrôlées, là, les études mères. Ici, c'est un graphique que j'ai fait moi-même. Vous voyez que c'est pas aussi cute quand c'est les compagnies pharmaceutiques qui les font, là. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les données dans la monographie pour aller chercher les données des 85 ans et plus parce qu'on n'a pas d'article vraiment là, qui les présente. Donc, je suis allée chercher les chiffres. Donc, c'est une comparaison indirecte. Vous comprendrez là, que ce n'est pas un head-to-head, là. Mais quand même, ce qu'on voit dans les données de la monographie, c'est que l'apixaban est le seul qui diminue le taux d'ACV versus la warfarine chez les très âgés. Et quand on regarde les hémorragies majeures, même si la puissance statistique elle est petite, on voit encore que l'apixaban est
et avec les doxaban, sont les deux seules molécules qui ont une tendance à moins saigner. Le dabigatran et le rivaroxaban ont une tendance à plus saigner. Donc, ce qu'on voyait dans les études mères, avec la tendance que dabigatran, rivaroxaban saigne plus et doxaban saigne moins, mais apixaban encore moins, on la retrouve encore ici quand on regarde les données, mais je vous rappelle que ce n'est pas du head-to-head. Donc, ici, il y a eu une étude en 2019 qui a fait une méta-analyse des anticoagulants oraux directs chez les 75 ans et plus pour aller voir, encore là, si on peut trouver une différence en termes de sécurité et d'efficacité entre les différentes molécules. Et vous voyez qu'au niveau des embolies, l'apixaban et le dabigatran 150 sont les deux seules molécules qui se démarquent par rapport à la warfarine. Par contre, au niveau des saignements, il y a seulement l'apixaban qui se démarque là, à tout point de vue là, au niveau des saignements. Il y a les doxaban ici, mais c'est le doxaban 30. Ce n'est pas 30 selon des critères de réduction de dose, c'est le 30 dans l'étude de base où ils ont testé les deux doses. Donc, nous, on ne l'a pas au Québec, cette homologation-là. Alors, on n'en tiendra pas compte ici. Puis, au niveau des saignements intracrâniens, on voit que les molécules performent pas mal toutes bien. Donc, finalement, l'apixaban performe bien au niveau des issues primaires, performe bien au niveau des hémorragies et des hémorragies intracrâniennes versus les autres molécules qui ont leur contre là, comparativement à l'apixaban. Ce qui a fait dire aux auteurs que si on fait une gradation en termes de ranking, l'apixaban pour eux est la meilleure profil d'efficacité et d'innocuité chez les personnes de 75 ans. Alors ici, on a eu l'étude Aristophane qui était la première vraiment grande étude là, de terrain là, qui a été subventionnée par BMS Pfizer, qui est le fabricant d'apixaban. Et vous voyez que dans cette étude-là, comparé à la warfarine, l'apixaban est le seul qui se démarque en termes d'être meilleur au niveau tant des issues thromboemboliques qu'au niveau des saignements, versus le dabigatran où est-ce que on a un bénéfice au niveau de certaines hémorragies, là, mais il ne se démarque pas à tout point de vue. Puis le rivaroxaban, qui est bien au niveau des ACV et événements thromboemboliques, on voit ici que la même tendance que dans les études primaires, il saigne plus au niveau gastro-intestinal. Après, ils ont comparé une molécule contre l'autre, puis vous voyez que apixaban contre dabigatran, l'apixaban se démarque encore au niveau de l'efficacité qu'au niveau des saignements versus le dabigatran. Si on compare apixaban avec rivaroxaban, on voit que l'apixaban se démarque à tout point de vue, tant au niveau des événements thromboemboliques que du risque de saignement. Donc ici, il y a le dabigatran versus rivaroxaban, mais je ne porterai pas attention à ça vraiment parce que le dabigatran, ce n'est pas le choix qui est retenu en gériatrie. Puis vous allez voir à la fin, je vais vous présenter les recommandations. Donc, eux autres, ils ont conclu que l'apixaban était plus efficace et sécuritaire que dabigatran et rivaroxaban. Évidemment, c'est subventionné par Pfizer. Il y a eu à peu près dans le même temps, le même genre de devis d'études qui a été subventionné cette fois-là par la FDA. Et ils avaient beaucoup plus de patients. En plus, eux autres, il y avait presque 1 demi-million de personnes. Et ils sont arrivés à peu près à la même conclusion que l'étude Aristophane qui était subventionnée, c'est-à-dire que l'ensemble des AOD performent probablement mieux que l'aspirine, mais ils protègent aussi mieux que, pas l'aspirine, excusez, le coumadin, ils protègent mieux au niveau des hémorragies intracrâniennes, mais au niveau des saignements extracrâniens, vous voyez que dabigatran, c'est à peu près comme la warfarine, mais rivaroxaban saigne plus, puis l'apixaban saigne moins. Donc, on a la même tendance que dans les études primaires, puis dans l'étude Aristophane. Si on regarde une molécule contre l'autre, comme on a fait tantôt dans Aristophane, vous voyez qu'ils sont tous à peu près comparables en termes d'efficacité. On voit ici que le rivaroxaban a une tendance vers favorable versus dabigatran, puis l'apixaban a une tendance favorable versus dabigatran. Mais au niveau des saignements intracrâniens, vous voyez que le dabigatran, qui en fait, ça a comme un peu toujours été sa marque de commerce, là, de se démarquer au niveau des saignements intracrâniens. Mais donc, vous voyez qu'il performe bien par rapport aux autres molécules. Mais par contre, au niveau des saignements majeurs, vous voyez que dabigatran est mieux que rivaroxaban, comme dans les études mères là, en comparaison indirecte. Mais l'apixaban se démarque nettement par rapport au rivaroxaban au niveau des saignements et au niveau aussi là, par rapport au dabigatran. Donc, apixaban versus dabigatran versus rivaroxaban saigne moins pour une efficacité probablement comparable.
Ils ont fait des sous-groupes aussi. Donc, vous voyez ici, là, les lignes noires, rouges et bleues, là, c'est pour les sous-groupes de 65, 74, 75 à 84 puis 85 ans et plus. Alors, si on refait la même chose, l'anticoagulant en roue directe versus warfarine, vous voyez que dabigatran saigne moins au niveau intracrânien, mais saigne plus au niveau extracrânien. Rivaroxaban saigne moins au niveau intracrânien, mais saigne plus au niveau extracrânien. Bon, vous voyez ici l'efficacité, là, vous voyez que c'est quand même d'habitude meilleur que le warfarine. Je ne m'attendrai pas là-dessus parce que ça, on le sait. Puis quand on regarde l'apixaban, bien, lui, il est aussi efficace ou plus, mais il se démarque à tout point de vue au niveau du risque de saignement. Donc, même dans les sous-groupes de 85 ans et plus, on a un avantage favorable au niveau des saignements extracrâniens versus warfarine comparativement aux deux autres molécules. Donc, eux autres, ce qu'ils ont conclu, c'est que toutes les AOD sont meilleures que la warfarine pour prévenir l'ACV hémorragique et les événements thromboembotiques, mais la dabigatran présente celui qui a le moins de saignements intracrâniens, mais plus de saignements extracrâniens que l'apixaban. Le rivaroxaban présente le plus de saignements extracrâniens et digestifs, et c'est l'apixaban qui présente le moins de saignements extracrâniens et digestifs versus toutes les autres molécules. Donc ça, c'est une étude quand même là, qui est indépendante. Donc, il y a des auteurs qui se sont penchés justement sur la question de pourquoi il y a une différence entre les molécules et ils ont, en fait, c'est ce que j'expliquais tantôt, je ne sais pas si les gens ont compris mon commentaire, mais j'expliquais que le doxaban et le rivaroxaban, même si on le donne une fois par jour, il y a une demi-vie à peu près comparable au dabigatran puis à l'apixaban, soit en 10 et 14 heures là, de mémoire. Là. Donc, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est que l'hypothèse derrière le fait que les deux qui sont une fois par jour saigneraient plus, c'est qu'on doit donner peut-être une dose de charge plus élevée pour atteindre un pic pour qu'on maintienne un seuil d'anticoagulothérapie sur le 24 heures, ce qui fait qu'on est dans un pic creux qui fait en sorte que c'est peut-être pendant le pic qu'on saigne, contrairement à l'apixaban qui, lui, est donné 2 fois par jour, donc a probablement un taux sérique plus stable. Donc ça, c'est l'hypothèse, mais évidemment, ça n'a jamais été démontré qu'on n'a pas d'études head-to-head. Donc, la dose réduite. L'autre chose qu'on voit dans notre pratique, c'est que des fois, on voit le patient et on va dire « Ah, on va l'anticoaguler, mais OK, on va y anticoaguler, là, mais on va lui donner une plus petite dose. » Fait qu'on décide sur le pif comme ça qu'on baisse la dose juste pour se sentir rassuré. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, juste pour vous confirmer ça, ici, c'est une étude qui a montré que il y a 30% des patients qui reçoivent le mauvais dosage chez les patients très âgés quand ils rentrent à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé dans les études mères quand on a réduit la dose? On a vu qu'avec dabigatran, il y avait une perte de la supériorité au coumadin avec le 110, puis il y avait encore plus de saignements extracrâniens malgré tout. Engage avait le 30 mg, comme je vous expliquais, le pur comme ça, sans critère de réduction de dose. Et eux autres, ils ont montré une perte d'efficacité avec la dose réduite, mais par contre, il y avait moins de saignements. Quand on regarde les données avec Aristotle, ce qu'on voit, c'est que chez les 75 ans et plus, qu'il y avait 2 critères de réduction de dose, mais eux, dans le fond, on voit que l'efficacité n'est pas diminuée, mais puis le risque de saignement demeure diminué. Donc, quand on suit la monographie puis qu'on baisse la dose, on a la même efficacité à peu près et la même sécurité que la dose de 5 mg 2 fois par jour versus le coumadin. Si on se dit, bon, ben mon patient, il n'a pas les 2 critères, mais tu sais, il est très âgé, donc je devrais peut-être, juste même s'il y a un critère, baisser ma dose. Ils ont fait une analyse pour regarder qu'est-ce que ça donnait. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y avait pas d'augmentation des saignements avec 5 2 fois par jour chez les patients qui ont un seul critère de dose. Puis, il n'y avait pas d'avantage sur la sécurité. Donc, de baisser la dose seulement sur un critère, ça n'améliore pas la sécurité du patient, puis ça pourrait le faire au détriment de l'efficacité. Donc, il ne faut pas recommander de diminuer la dose si ce n'est pas selon la monographie. Ici, il y a une étude où est-ce qu'ils ont comparé justement les réductions de dose là, en fonction de... Ici, on a les 80 ans et plus là, dans la deuxième section. Là, donc, ici, c'est les issues primaires, puis ici, c'est les saignements. Et dans cette étude-là, elle disait dans le fond là, que chez les 80 ans et plus, l'efficacité était à peu près comparable avec des doses réduites, mais on pouvait avoir certains bénéfices là, au niveau des saignements pour l'apixaban qui se trouvait être meilleur, mais on n'avait pas de bénéfices sur les saignements pour les autres molécules en termes de risque de saignement.
Donc, dans cette cohorte-là, l'apixaban avait beaucoup plus de comorbidités, dont les antécédents d'ACV que les deux autres groupes. Donc, malgré que la cohorte était quand même plus malade, ils ont démontré qu'ils se démarquaient au niveau du risque de saignement avec des doses réduites. Donc, la conclusion, c'est que les AOD à dose réduite, selon les critères de monographie, ils demeurent au moins aussi efficaces que la warfarine. Puis, l'apixaban, même si dans ce groupe-là, les populations n'étaient pas hétérogènes en défaveur de l'apixaban, il demeure qu'ils ont montré qu'il y avait un facteur protecteur là, au niveau des saignements. Donc, ici, on a regardé une étude où est-ce qu'on a pris justement le on-label use, donc on donne le médicament selon les critères de réduction de dose, ou on le donne sous-dosé au PIF. Et ce que ça a montré, c'est que quand on le sous-dose, on perd l'efficacité ici. Vous voyez que ce n'est pas statistiquement significatif et on n'améliore pas notre sécurité. Donc, si vous baissez la dose de votre médicament sans indication selon la monographie, vous n'augmentez pas la sécurité de la molécule, mais vous diminuez l'efficacité. Puis le but de tout le traitement de l'anticoagulothérapie, c'est de prévenir les ACV. Donc, c'est important de respecter la monographie. L'autre grand chapitre, là, c'est les chutes. Combien de fois on voit dans le dossier pas d'anticoagulothérapie, traitement conservateur, patient chuteur, trop grand risque. Alors, je pourrais, dans le fond, arrêter là, mais je vais quand même vous montrer d'autres diapos. Mais il n'y a aucune donnée actuellement, ni dans l'ère pré-AOD, qui nous dit qu'on ne devrait pas anticoaguler un chuteur. Moi, j'étais résidente, puis on disait ça. J'ai fait mes examens, puis on entendait ça. Puis on travaille beaucoup sur le terrain pour essayer de briser ce mythe-là. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on sait actuellement. Alors, contrairement à ce que vous pensez, les chuteurs sont plus à risque d'ACV. Parce que c'est des patients... Vous savez, la marche, là, c'est la finalité du corps humain, hein? Quand on a de la misère à marcher, c'est parce que soit que notre cerveau ne fonctionne pas bien, notre système neurologique ne fonctionne pas bien, notre système cardio-pulmonaire ne suit pas. Donc, pour nous, c'est un élément de fragilité. Le risque de chute, c'est souvent un signe qu'il y a des comorbidités multiples. Et quand il y a des comorbidités multiples, on sait que les patients ont plus de chances d'ACV. Donc, chuter devrait être une indication d'anticoagulant. Si on regarde les patients qui tombent à répétition, ici, il y en avait 62 en hébergement quand même, 41 qui avaient 85 ans et plus. Il n'y avait aucune différence dans le taux de saignement intracrânien entre ceux qui étaient anticoagulés ou pas. Quand on regarde ici encore les patients à risque de chute, puis on regarde les patients sous anticoagulants, comment est-ce qu'ils se comportent, le risque d'hémorragie n'était pas différent entre les deux groupes, même si avec les facteurs confondants. La fameuse étude qui dit qu'il faudrait tomber une fois par jour pour que ça augmente le risque, là, que tous les gériatres vous disent probablement, qu'on écrit dans les dossiers, c'est tiré de cette étude-là qui date de 1999, qui a montré que le number needed to harm était de 7142 si on anticoagulait des patients âgés avec un risque de FA de 5 qui tombent 295 fois par année. OK? Donc, ça, c'est une étude où est-ce qu'ils ont fait, évidemment, ils n'ont pas regardé des patients qui tombent 295 fois par année. Là. Ils ont pris des cohortes de patients, puis là, ils ont fait des modèles mathématiques parce qu'on n'a rien de mieux. Là. Et ils ont conclu qu'il fallait tomber 295 fois par année pour que le risque soit plus grand que le bénéfice. Puis vous voyez très bien ici que le risque d'hématome sous-dural chez le chuteur, c'est 23 par 100 000 patients pour un risque minimal de 5 000 par 100 000 patients, c'est-à-dire 5 par année. Puis on sait très bien qu'aussitôt qu'on rajoute des facteurs du CHAS, ça monte à 8, ça monte à 15, puis ça monte à 20. Si on regarde le risque d'hémorragie intracrânienne, parce que c'est ça qui est spectaculaire, là, c'est 14 par 100 000 patients. Fait qu'on est très loin d'avoir un risque beaucoup plus élevé là, qu'un bénéfice. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, à l'SIC, il y a une équipe qui a fait la même chose, mais version moderne avec les AOD, qui sont arrivés exactement au même chiffre. Donc, on ne devrait pas, au contraire, avec les AOD, on a montré qu'on avait plus d'éléments protecteurs dans l'hémorragie intracrânienne versus le coumadin, d'autant plus que là, on sait que chez les patients qui reçoivent l'anticoagulothérapie, ici, on n'a pas une augmentation là, par rapport à l'étude qui est là, donc on ne devrait pas utiliser les chutes comme argument pour ne pas anticoaguler. Juste pour taper sur le clou encore un petit peu,
David Gatran a fait une étude en situation de trauma. Donc, c'est un centre de trauma. Ils ont fait une étude rétrospective chez les patients avec âge moyen de 85 ans, dont 70 étaient hypertendus et 28 étaient des chuteurs. Et ils ont regardé qu'en situation de trauma, il n'y avait aucune différence dans le segment intracrânien ni la sévérité des blessures dans les deux groupes. Et Doc Saban a sorti une sous-étude d'Engage pour aller chercher les patients à risque de chute parce qu'ils les avaient identifiés là, dans leur étude. Et ce qu'on voit, c'est que anticoaguler ces patients-là, au contraire, par rapport au warfarine, on diminue le taux de segments intracrâniens. Donc, l'AOD versus la warfarine a un bénéfice chez les chuteurs. Et Aristotle a fait un peu semblable, là, et eux, ils sont arrivés à la même conclusion que l'apixaban versus la warfarine, l'apixaban est meilleur chez les patients. Ici, c'était, là, mon écran est caché, mais c'était avec histoire de chute. Donc, les patients à risque de chute ont encore un bénéfice des AOD versus la warfarine. Et là, je vous passe, parce que parce qu'on m'a donné 40 minutes, hein, je n'ai pas trouvé ça drôle, là, fait que je ne peux pas tout expliquer ça, Dr. Poussin, là, mais croyez-moi, là, ça vient de sortir ici. Là, Prévalence and Severity of Traumatic Intracranial Hemorrhage. Là, ça, c'est 2 papiers très, très chauds là, qui viennent d'être publiés dans le journal de l'Association américaine de gériatrie. Et avec un éditorial fantastique, puis il y a d'autres études ici que je vous ai toutes mis, là. Puis toutes ces études-là qui sont plus récentes, avec des plus gros groupes, nous montrent qu'il n'y a aucune association entre le segment intracrânien et l'anticoaguliothérapie chez le chuteur. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'on ne va pas l'anticoaguler avec du Coumadin, on ne va pas non plus lui donner des AOD, mais on va lui donner de l'aspirine. Au moins, on va le protéger avec l'aspirine. On va aller voir ce que ça donne. Donc, on sait depuis longtemps, puis ça, Dr. Houssin m'a enseigné ça quand j'étais résidente, là, la warfarine protège mieux que l'aspirine. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Par contre, au niveau du risque de saignement, ça fait longtemps aussi qu'on sait que chez la personne âgée, l'aspirine, ça peut faire saigner plus, puis le Dr. Mansour vous en a parlé tantôt. La première étude qui a vraiment ébranlé tout ça, là, c'est parce qu'avant cette étude-là, on comparait l'aspirine avec des coumadins à dose entre 3 et 4. Fait que c'était clair que le coumadin saignait plus. BAFTA, c'est la première étude où est-ce qu'ils ont comparé coumadin avec l'aspirine avec des INR comme on les utilise aujourd'hui en 2 et 3. Et ce qu'ils ont montré, c'est que la warfarine est supérieure à l'aspirine sans augmenter les saignements. Donc, on prouve encore que la warfarine est supérieure à l'aspirine. D'habitude, quand on met un deuxième choix, on ne veut pas qu'il soit pire que le premier. Je vais vous montrer d'autres diapos pour vous convaincre. Alors ici, dans l'ère pré-AOD, donc on compare la warfarine ici encore avec l'aspirine ou aspirine versus placebo. Quand on regarde l'aspirine versus pas d'anti-thrombotique du tout, on voit que c'est à peu près l'équivalent, voire peut-être statistiquement tendancieux. Par contre, la warfarine est nettement supérieure qu'au placebo, sans augmenter le risque de saignement, même si on voit peut-être une tangente statistiquement significative vers plus de saignement. En fait, ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, l'aspirine, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Il est à peu près pareil au niveau des saignements versus rien. Par contre, la warfarine surperforme vraiment. Donc, on ne devrait pas utiliser l'aspirine. C'est moins bon. Averroès, une étude qui compare apixaban versus aspirine chez des patients qu'on juge non anticoagulables avec la warfarine. Et ce que cette étude-là a montré, c'est que l'apixaban est nettement meilleur que l'aspirine pour prévenir les événements thromboemboliques sans augmenter les saignements. Donc, encore là, l'aspirine est moins bon que l'apixaban. Puis, donc, quand vous donnez de l'aspirine, vous en allez vers un choix moins bon. Okay? Mais moins bon que placebo, là. OK? On a montré chez les 85 ans et plus dans cette étude-là que chez cette cohorte-là, l'apixaban est plus efficace que l'aspirine, puis il n'y a pas plus de saignement. Donc, il est plus efficace, puis il est autant sécuritaire, puis il est même plus sécuritaire pour les hémorragies intracrâniennes que l'aspirine. Alors, vous voyez ici qu'à tout point de vue, chez les patients chuteurs, il y a un bénéfice net à les anticoaguler en termes de l'ensemble des issues parce qu'ils sont plus à risque d'ACV, puis parce que ce n'est pas clair que les événements de saignement qu'on voit sont nécessairement attribués aux anticoagulants, parce que vous savez que les personnes âgées, quand elles vieillissent, la capillarité devient plus fragile, le tissu adipeux, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte que les gens vont se blesser. Et les données qu'on a actuellement, c'est qu'on ne devrait pas être freiné là, par le fait qu'un patient est à risque de chute.
Ce qui est important quand le patient est à risque de chute, c'est de voir pourquoi il tombe. C'est ça qui est important. Donc, je vous ai nommé des choses ici qui peuvent être regardées par à peu près n'importe quelle équipe médicale. Et surtout, je vais porter votre attention aux somnifères. Ça fait longtemps qu'on sait que les somnifères sont contre-indiqués en gériatrie. Et pour une raison qui nous échappe, les gériatres, il y a beaucoup de consensus qui s'applique très rapidement dans la vraie vie, mais on dirait que celui des somnifères, il ne rentre pas. Puis pourtant, là, ça fait 20 ans que je pratique, puis ça fait 20 ans qu'on le sait. Puis on continue de voir des somnifères prescrits aux admissions à l'hôpital qui souvent vont être prescrits au congé, puis des somnifères qui sont prescrits en bureau. Il faut faire de l'éducation. Le sommeil change avec le vieillissement. La cohorte de patients qu'on a devant nous actuellement, c'est la cohorte du Valium. Donc, ils ont tous connu quelqu'un qui prenait du Valium, qui a été inventé quand il était adulte. Puis pour eux autres, prendre les pilules pour dormir de leur voisine, là, c'est très fréquent. Donc, il faut vraiment, là, c'est nous autres qui tenons le crayon, puis si tous les médecins appliquaient les recommandations, on n'aurait pas des dépendances au benzo, puis on n'aurait pas des fractures de hanche qui viennent avec, qui font partie de notre quotidien aussi quand on fait le post-opératoire en orthopédie. Alors, comme je vous disais, en gériatrie, là, on est evidence-based, puis on en a des consensus. Je vous invite à lire le Stop Start là, qui parle des médicaments potentiellement inappropriés dans lesquels les somnifères sont cités, puis les critères de Beers qui ont été mis à jour en 2019. Soit dit en passant, le Seroquel n'est pas approuvé comme étant un somnifère. Hein. C'est rendu la nouvelle mode. Là. On ne donnera pas d'Ativan, on va donner une petite dose de Seroquel. Moi, ce que je dis à mes patients, là, c'est que si je te donne une petite dose d'arsenic, tu vas mourir. Fait que la petite dose, ça ne veut pas dire qu'elle est sécuritaire. Fait qu'il faut utiliser les médicaments selon la monographie. Alors, si on veut vraiment agir sur le risque hémorragique, Dr Mansour il l'a très bien expliqué tantôt quand il parlait comment il utilisait le RASBLED. C'est d'aller agir sur les facteurs qui augmentent vraiment le risque hémorragique, dont l'hypertension, la prise concomitante d'alcool, certains médicaments pris en concomitance, la prévention des hémorragies digestives, puis là, on parle des inhibiteurs de la pompe Trapoton, juste pour faire un commentaire que tous les patients de 75 ans et plus qui prennent un aspirine ou un AINS devraient avoir un inhibiteur de pompe à proton. Ça aussi, ça fait 20 ans qu'on le sait. Je pense que la pratique est quand même assez bien ancrée, mais ça m'arrive régulièrement de me faire challenger là-dessus, puis c'est une pratique qui est bien connue. À partir de 75 ans, on est considéré déjà à haut risque, donc on mérite un IPP si on ajoute un anti-inflammatoire ou un aspirine. Et utiliser les AOD versus la warfarine, ça fait partie des façons d'agir sur le risque hémorragique parce qu'on sait que c'est meilleur que le Coumadin. Puis j'ai mis ça ici parce qu'il y a été un temps, là, il y a quelques années, je pense que là, ça a changé, mais on disait, bien, la personne est âgée, elle tombe, on va pas lui donner de warfarine, mais à cause du risque de saignement, mais on ne pense pas que les AOD protègent contre les éléments ACV, mais aussi contre les saignements versus la warfarine. Donc, il faut les traiter, ces patients. Au niveau de la polypharmacie, je vous présente rapidement ce qu'on sait actuellement. La première chose qu'il faut remarquer, puis ça, on fait souvent ça en gériatrie, puis je vous invite à regarder le nombre de prises de médicaments qu'on impose à nos patients dans une journée. Puis quand ils sortent de l'hôpital, des fois, il y a le bilan comparatif des médicaments, puis les heures qui vont être écrites, c'est les heures qui sont données à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ils vont donner les heures en fonction de la répartition du travail des infirmières. Mais quand le patient il a congé, il faut faire faut unir tout ça pour diminuer le nombre de prises au maximum. Puis là, en plus de ça, bien, on a le Fosamax qu'il faut prendre à jeun, le Pantalox qu'il faut prendre à jeun, le Lipitor qu'il faut prendre couché, le calcium, il ne faut pas le prendre avec synthroïde. Ça fait beaucoup d'instructions pour les patients. Et ici, il faut rajouter en plus les effets de la nourriture. Et le rivaroxaban, c'est la seule molécule qui doit être prise avec la nourriture. Donc, si vous avez votre rivaroxaban dans la dosette, puis que le patient il prend ça quand il se réveille parce que ce matin, il a dormi tard, mais il ne déjeune pas parce qu'il n'a pas trop faim, ils vont déjeuner, dîner, bien, c'est une autre instruction en plus. Donc, c'est important de savoir que parfois, il y a des instructions particulières. On a été longtemps, en fait, à dire que le dabigatran ne pouvait pas être mis en dosette parce qu'on ne pouvait pas le sortir de sa coquille parce que la stabilité diminuait. C'est encore la notion que j'ai, mais il y a un pharmacien qui m'a dit qu'apparemment que c'est plus vrai, mais juste peut-être, de toute façon, le dabigatran, il n'est plus dans la course, là, mais je voulais juste vous signifier que c'est des facteurs qu'on doit regarder en gériatrie. Quand on regarde versus la polypharmacie, je pense que ce qu'il faut retenir ici, là, peu importe la molécule, là, c'est que c'est rassurant de savoir que même avec la polypharmacie, on n'a pas plus de risque hémorragique. Au niveau de rivaroxaban, ils ont un peu un risque hémorragique augmenté entre 5 et 9 médicaments, mais à 10 médicaments et plus, on le perd. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'événements. C'est difficile à juger. Moi, je pense qu'ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on commence à avoir des données en polypharmacie qui sont rassurantes. Anticoagulant et fragilité.
Donc, quand on regarde ici les patients avec atteinte neurocognitive, on n'avait pas non plus de différence de saignement majeur entre anticoagulothérapie ou pas, ni chez les patients fragiles. Ici, c'est une étude aussi qui a été subventionnée par Bayers, qui a regardé en fonction d'une échelle de fragilité là, comment est-ce qu'ils se comportaient versus les autres molécules. Dans le fond, dabigatran, warfarine, apixaban, warfarine, rivaroxaban, warfarine. Leur conclusion dans l'étude, c'est que la rivaroxaban performerait mieux que la warfarine versus les deux autres. Mais par contre, quand on regarde dans la branche rivaroxaban, il y a 2 fois plus d'événements et de patients que dans le groupe dabigatran et apixaban. Il y a un taux d'événements dans le groupe warfarine qui est plus élevé, puis il y a une meilleure puissance statistique donc, pour cette molécule-là. Fait que c'est très difficile de prendre une conclusion puis de dire que le rivaroxaban performe mieux que les deux autres quand on regarde les groupes et qu'on n'a pas une étude là, qui est bien balancée. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut retenir de cette diapositive-là, c'est que de façon générale, les AOD sont au moins aussi efficaces et sécuritaires que la warfarine chez les patients âgés fragiles. Je ne pense pas ici qu'on peut être à l'aise du point de vue du devis, qu'il y a une supériorité là, du rivaroxaban par rapport aux autres molécules, mais peut-être qu'on va avoir d'autres données éventuellement là, qui vont être intéressantes. Comme il a été mentionné tantôt, le Hasbled, en fait, en gériatrie, on ne l'utilise pas vraiment pour faire des scores de proportion, pour voir si on l'anticoagule ou pas. C'est plus un descriptif. D'ailleurs, il n'a pas été validé en gériatrie. Mais dans cette étude-là, ils ont fait une étude. Puis ce qu'ils ont montré, c'est que ce n'est pas le Hasbled qui a été démontré le facteur le plus important de prédiction d'hémorragie, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, ça revient à ce que M. Dr Mansour disait tantôt. Des patients à petit poids sont plus à risque de saigner. D'ailleurs, c'est un critère de réduction de dose là, pour certaines molécules. Et dans cette étude-là, vous voyez que la tendance à l'augmentation de saignement est encore là pour le rivaroxaban. Anticoagulants et troubles neurocognitifs, on voit ici là, que dans le fond, chez les patients qui sont à dose thérapeutique dans plus que 75% du temps, on voit qu'il y a une diminution du risque de démence qui fait du sens parce qu'ils sont bien anticoagulés, donc on prévient les événements thromboemboliques, donc on améliore le risque de troubles neurocognitifs. Quand on regarde AOD versus warfarine, si on regarde anticoagulant tout simplement versus rien, comme je vous ai montré dans le diapo précédent, c'est protecteur pour la démence. Mais si on regarde les AOD versus la warfarine, on a une supériorité au niveau des AOD versus la warfarine dans la protection du cerveau. Puis ça aussi, ça fait du sens parce que en général, la molécule surperforme à la warfarine pour les issues primaires et les hémorragies intracérébrales. Donc, une raison de plus pour passer la clientèle très âgée du Coumadin aux AOD. Donc, il n'a jamais été démontré que les patients avec troubles neurocognitifs saignaient plus. Puis, on sait que ça protège contre les fonctions cognitives. Ce qui est important, c'est de voir la capacité à l'automédication. Puis, quand on a des patients qui ont des troubles neurocognitifs, de s'assurer que les aidants naturels comprennent les pilules qu'ils leur donnent pour qu'ils puissent savoir quoi surveiller s'il y a un saignement ou s'il y a un autre événement. Il y a aussi beaucoup de façons de s'assurer que la médication est prise, même si la personne elle habite à domicile. Les CLSC peuvent aller à la maison jusqu'à 2 fois par jour administrer la médication pour éviter l'hébergement pour cette raison-là chez des gens qui n'ont pas des aidants naturels pour compenser. Donc, il y a plusieurs stratégies pour améliorer l'observance. Vous avez une diapo ici, je ne la passerai pas en détail, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là, pour essayer d'améliorer l'observance à tout âge, en fait, là, parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont de la misère à ne pas sauter des doses. Là. Mais dans cette étude-là, ce qu'ils ont montré, c'est que ce qui est important, là, c'est de ramener la médication à, si on peut, maximum 2 fois par jour. Entre 2 fois et 1 fois par jour, le risque d'erreur, de se tromper, d'en oublier, il se ressemble. Mais on voit beaucoup de patients qui ont des médicaments 4 fois par jour, puis régulièrement, nous, on va réunir pour essayer de le diminuer, puis on va mettre les molécules qu'il faut qu'ils prennent en dehors des 2 fois par jour. Souvent, c'est du Tylenol, du calcium, des affaires de même qui ne sont pas vraiment graves s'ils les oublient. Mais ce qui est majeur, on va essayer de le transformer en longue action pour essayer d'éviter des prises là, fréquentes puis avoir des erreurs de médicaments qui ont un impact sur l'efficacité de nos traitements. Donc, en conclusion, le choix des traitements en médecine doit être fondé sur l'évidence scientifique, puis c'est la même chose en gériatrie. La limite qu'on a en gériatrie, c'est la limite de l'intérêt de nos compagnies, puis de la difficulté de nos chercheurs d'avoir des fonds pour faire des études chez des clientèles plus particulières qui sont souvent exclues des études. Donc, il faut qu'on travaille avec ce qu'on a. J'ai fait le meilleur de moi-même pour vous présenter ce qu'on sait actuellement au niveau des anticoagulants oraux directs.
Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que notre crainte d'anticoaguler dérive des mythes, là, mais qui en plus sont liés par des événements qu'on voit nous-mêmes. Le patient qui rentre en hémorragie cérébrale, qui a 88 ans, puis qu'on se dit, ben voyons donc, finalement, on n'aurait pas dû l'anticoaguler. On ne voit pas tous les patients chez qui on prévient un ACV. Donc, on a un gros biais d'exposition quand on travaille en milieu hospitalier. On voit toujours les pires scénarios qui arrivent. Mais il faut penser que dans la communauté at large, si on se fie aux chiffres des études, il y a un bénéfice à utiliser les AOD versus la warfarine chez les très âgés et il y a un bénéfice à anticoaguler les chuteurs. Donc, les recommandations sont claires depuis 20 ans que c'est bénéfique d'anticoaguler et ça protège contre la démence vasculaire. Puis même, ça a un impact sur la démence d'Alzheimer parce qu'on sait que ceux qui ont une charge vasculaire plus élevée vont exprimer la maladie plus tôt. Donc, quelqu'un qui aurait peut-être fait de l'Alzheimer à 90 ans peut l'avoir à 75 ans si on rajoute des éléments vasculaires. J'espère que je vous ai convaincu que l'aspirine, ce n'est pas une alternative sécuritaire ni efficace. En gériatrie, on anticoagule ou on n'anticoagule pas. L'aspirine, ça n'améliore pas le sort, ça peut même augmenter le risque. Donc, on n'a aucun bénéfice à faire, à passer l'aspirine en deuxième lieu. Les contre-indications absolues, mais on les connaît, segment actif, segment récent, qui est une contre-indication temporale, la diathèse hémorragique, la thrombopénie sévère, l'hypertension mal contrôlée, la non-observance non compensée, mais les chutes ne sont pas une contre-indication, puis ils ne l'ont jamais été. Donc, ici, je vous présente les recommandations des groupes d'experts qui sont basés sur la littérature qu'on a actuellement, qui nous montre finalement que ça, Forta, c'est le Fit for Age. C'est un groupe d'experts qui va regarder les traitements d'une maladie puis qui va ranker les molécules en termes de sécurité puis de choix. Ils l'ont fait pour le diabète, entre autres, puis ils l'ont fait pour la fibrillation auriculaire en 2017, puis ils ont mis à jour leurs recommandations fin 2019, l'article vient de sortir, et les données n'ont pas changé. L'apixaban demeure la molécule la plus efficace, la plus sécuritaire chez la personne âgée. Les autres anticoagulants oraux sont en classé B, mais l'aspirine est classée D à éviter. À éviter. C'est pas on peut prendre le risque, c'est classe D, là. Donc, l'aspirine, il faut que ça s'en aille de notre algorithme de si on n'anticoagule pas, on le passe à l'aspirine. On anticoagule ou on n'anticoagule pas. Beers a fait aussi une mise à jour en 2019 de ces critères de médicaments potentiellement inappropriés et ils ont mis sur la liste dabigatran et rivaroxaban. J'étais au congrès quand ils ont présenté ça et l'auteur de l'article, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'ils n'ont pas pu se prononcer sur les doxaban à cause du fait qu'effectivement, à ce moment-là, il était peu utilisé, donc il n'y avait pas beaucoup de données. Alors, ce qu'on sait, c'est que dabigatran et rivaroxaban doivent être utilisés avec extrême précaution, tant dans la FA que dans les maladies thromboemboliques veineuses, à cause du risque de saignement augmenté. C'est une recommandation forte. Donc, en résumé, le bénéfice absolu des anticoagulants oraux directs est démontré supérieur chez les personnes âgées, très âgées versus les moins de 75 ans parce qu'ils ont un risque plus élevé de paralysie. Ils sont plus efficaces et sécuritaires que la warfarine pour prévenir les événements thromboemboliques, et ça en moins d'1 an de traitement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une survie très longue pour bénéficier du fait qu'on ne veut pas faire un ACV avant de mourir. Leur efficacité et leur sécurité ne sont probablement pas comparables d'un AOD à l'autre. Toutes les données que je vous ai présentées ici, ce n'est pas du head-to-head, c'est des données extraites des études mères puis des données comparatives de vraie vie avec des grandes études observationnelles de cohorte, etc. Mais quand on regarde ces données-là, qui sont les seules qu'on a, l'apixaban est le meilleur choix en termes d'efficacité et d'innocuité. Puis les doxaban, c'est une alternative uniquotidienne acceptable seulement s'il y a un risque de non-observance compensable pour une prise biquotidienne. Puis on se comprend que d'habitude, les patients qui sont comorbides ont au moins des médicaments 2 fois par jour. Donc, c'est rare qu'on a quelqu'un de vraiment pur, FA, en bonne santé, qu'on se dit, OK, là, il y a un Alzheimer, il n'y a rien d'autre, puis 1 fois par jour versus 2 fois par jour, ça fait une différence. Mais ça peut arriver. Donc, si ça arrive, la solution, ce n'est pas le rivaroxaban, c'est les doxaban. Donc, retenez qu'en unidose, les doxaban est le premier choix. Et le rivaroxaban et le dabigatran ne sont pas recommandés, puis l'aspirine ne doit jamais être une alternative. Et enfin, c'est important de respecter la posologie de la monographie. On ne baisse pas les doses au pif parce qu'elle est peut-être un petit peu fragile, fait qu'on va y aller à demi-dose. On traite ou on ne traite pas.
Ça, c'est le tableau, là, juste pour vous montrer qu'en insuffisance rénale, il y a juste apixaban et rivaroxaban qui est approuvé jusqu'à 15 cc minutes. Donc, ça fait en sorte qu'en gériatrie, on se ramasse à pas mal privilégier l'apixaban. Il y a une étude en cours actuellement, dont la fin du recrutement est bientôt, si le COVID n'a pas tout mélangé les affaires. C'est Eurosafe là, qui vont évaluer les risques d'anticoagulothérapie chez les patients avec beaucoup de comorbidité et de la fragilité. Fait que ça va être intéressant à voir qu'est-ce que ça donne. Et il y a une étude aussi qui est sur le site américain là, qui est là depuis 2016, qui parle de head-to-head d'une molécule à l'autre, mais il n'y a aucune mise à jour qui a été faite. Fait que je ne sais pas si cette étude-là est encore en cours. Là. Mais je ne suis pas certaine là, qu'il va y avoir des investissements là, en head-to-head là, dans la conjoncture actuelle. Là, donc, on n'a pas de nouvelles de cette étude. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. On va d'abord regarder dans la salle là, s'il y a des questions pour le Dr Dufroy. Oui, en arrière, allez-y. Est-ce que vous pensez, dans un CHSLD, d'avoir des savants 5 mg BID puis avoir des ecchymoses? Est-ce qu'on pourrait justifier de baisser à 2,5 mg BID? Non. Pouvez-vous, Dr Dufroy, répéter la question pour les gens parce qu'ils n'entendent pas? En fait, la question, c'est pour un patient en CHSLD qui est sous apixaban 5 mg BID et qui fait des ecchymoses, est-ce qu'on devrait changer la posologie de l'apixaban? La réponse est non. Il faut vraiment respecter la monographie. Les patients âgés font des ecchymoses même quand ils n'ont pas d'anticoagulothérapie. Puis ils en font sous aspirine, ils en font tout le temps. Fait que c'est pas un critère de réduction. Donc, c'est vraiment selon la molécule, là, la fonction rénale ou un ou deux critères là, qui se rajoutent au profil là, du patient. Puis même si vous avez des interactions médicamenteuses ou à ce moment-là, il va y avoir des compositions au niveau de l'élimination, vous ne baissez pas la dose? Non. On va essayer de faire un meilleur choix. Ça, le pharmacien peut nous aider là-dedans. Mais en général, il n'y a pas beaucoup d'interactions médicamenteuses cytochromiques là, à date. C'est plus via les glycoprotéines. Là. Puis, c'est rare, moi, que les pharmaciens avec qui je travaille me challenge à modifier des doses ou des molécules dans les AOD là, liées à ça. Là. C'est certain qu'il faut toujours, peu importe ce qu'on prescrit, tenir compte des interactions médicamenteuses. Là. Mais c'est pas quelque chose qui est dominant. Là. Mais il y en a des interactions, puis ça, on les connaît, là. Et c'est à peu près les mêmes presque pour toutes les AOD, là, sauf exception. Alors, on va commencer le marathon. J'ai à peu près une vingtaine de questions, mais je vais essayer de les regrouper. Il y en a plusieurs qui parlent, entre autres, là, des indications dans les fibrillations auriculaires d'origine valvulaire. Il y a une certaine confusion par rapport à ça. Là. Qu'est-ce qu'on fait là, par rapport aux anticoagulants oraux chez les gens qui ont des maladies valvulaires? Bien, en fait, ce que mes collègues cardiologues m'ont toujours expliqué, c'est que ce qui a été exclu des études primaires, c'est les grosses valvulopathies. Mais les valvulopathies courantes qu'on voit là, sont incluses dans les études. Donc, en principe, là, s'il n'y a pas une grosse valvulopathie, on va aller avec les AOD. Sinon, on ne peut pas recommander les AOD. Ça n'a pas été étudié, on a été exclu des études. OK. Fait que là, on n'est même pas dans le champ de la gériatrie. Là. On est vraiment dans le champ de la cardiologie générale. OK. Donc, par exemple, s'il y avait ici une des questions qui demandait, là, c'est fibrillation auriculaire et maladies valvulaires non compliquées, il y a indication quand même à ce moment-là d'anticoagule. C'est warfarine, comme c'est recommandé par l'AJS depuis l'année 2000. On anticoagule les personnes âgées qui sont en fibrillation auriculaire, valvulaire ou pas. Parfait. Revenons un peu sur la filtration glomérulaire. Là, vous l'avez abordé un petit peu à la fin de votre présentation. On nous demande ici, chez une personne âgée ayant un débit de filtration glomérulaire qui est inférieur à 15, qui est non dialysé, est-ce qu'on utilise le Coumadin? Les néphrologues cessent les anticoagulants en dialyse en raison de la perte de bénéfice chez cette clientèle. Bien, en fait, effectivement, les études en bas de 15 ou chez les patients hémodialysés sont très contradictoires dans l'efficacité des anticoagulants, tout anticoagulant confondu. Là. Il y a des études qui démontrent qu'ils saignent plus puis ne protègent pas plus au niveau thromboembolie. Il y a d'autres études qui montrent que c'est protecteur. Puis on n'a pas d'études randomisées contrôlées. C'est toutes des études là, tirées d'observation. Là. Donc, c'est probablement pour ça qu'il y a des néphrologues qui le cessent parce qu'on n'a pas d'évidence claire que d'anticoaguler des patients qui ont des atteintes rénales sévères vraiment un bénéfice au niveau thromboembolique. Mais c'est un gros chapitre qui bouge beaucoup ces temps-ci, mais avec toujours des données qui ne sont pas randomisées contrôlées.
Donc, il n'y a pas de bonne réponse autre que de dire que si on tombe en bas de 15, il faut passer au Coumadin si on fait vraiment l'anticoagulé. OK. Ici, j'ai une question par rapport est-ce qu'il y a une explication qui pourrait nous être donnée sur pourquoi les saignements digestifs arrivent avec les AOD? Y a-t-il une explication physiologique par rapport à ça? Bien, c'est sûr que la muqueuse digestive chez la personne âgée est beaucoup plus friable. Là. C'est pour ça, tantôt, que je disais que d'emblée, en haut de 75 ans, chez les patients qui prennent des INS ou de l'aspirine, on les protège parce qu'ils ont une muqueuse plus friable. Ils ont aussi une baisse du pH là, au niveau gastrique. Il y a toutes sortes de changements qui se passent qui font en sorte qu'ils sont plus à risque de saigner. Là. Mais c'est la vulnérabilité du système digestif, en fait, là, qui fait en sorte qu'ils sont plus à risque, là, comme pour d'autres situations là, au niveau des autres organes. Là. Puis à ce moment-là, s'il y a un saignement digestif, puis de la fibrillation oculaire chez une personne âgée, est-ce que vous envisagez à cause de ça une diminution de la dose d'apixaban ou des autres des anticoagulants? Non, normalement, en fait, là, ce qu'il faut se questionner, c'est est-ce qu'on anticoagule ou pas. Fait qu'il faut regarder où est-ce qu'il y a saigné, est-ce que c'est réversible, pas réversible, c'est quoi le bénéfice d'anticoaguler versus le risque de saigner. On a quand même, il y a les ulcères, mais il y a aussi l'angiodysplasie qui peut se cautériser. Là. Alors, on a des patients qui se font régulièrement scoper pour se faire cautériser pour éviter de saigner. Puis, la plupart du temps, quand on n'a pas des saignements qui sont majeurs, on surveille l'hémoglobine puis on peut les mettre dans des programmes transfusionnels pour pouvoir protéger le cerveau. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de gérer ça. Puis c'est vraiment du cas par cas. Puis il faut en parler avec le patient aussi là, parce que faut que lui comprenne quoi surveiller s'il décide d'être anticoagulé. Mais c'est pas rare qu'on voit des patients à haut risque d'hémorragie digestive qu'on maintient l'anticoagulothérapie avec des surveillances des transfusions pour protéger le cerveau. Mais c'est du cas par cas, il n'y a pas de guideline là-dessus. Il y a plusieurs participants ici qui posent la question par rapport aux différents types d'hémorragie. Là, on vient de parler d'hémorragie digestive, mais il y en a d'autres qui demandent, par exemple, si on a une hémorragie intracrânienne, si on a un hématome sous-durant, est-ce que tous ces types de saignements-là qui arrivent chez nos patients qui sont sous anticoagulants, ça demande un ajustement de la thérapie ou... Bien, il faut en discuter avec les patients. Je vous dirais qu'une des choses, c'est l'amyloïdose intracérébrale là, qu'on peut voir là, chez les patients, notamment qui ont des démences, entre autres de type Alzheimer. Fait que vous avez des patients qui font plusieurs événements spontanés. C'est sûr que leur risque de saigner, déjà en partant, est plus élevé. Puis plus si on a saigné, on a un risque davantage de ressaigner. Fait qu'il n'y a pas de directive claire de dire on n'anticoagule plus jamais. Moi, je vous dirais que par expérience, les patients ne veulent plus être anticoagulés quand ils font des événements intracrâniens, là, intracérébraux, intraparenchymateux. Pour les hématomes sous-durales, c'est plus, je vous dirais que c'est plus touché parce qu'un hématome sous-dural, ça n'a pas la même portée neurologique, puis souvent, c'est relié à... ça peut être spontané, mais ça peut être relié aussi à un impact crânien, puis ils peuvent en faire sans anticoagulothérapie aussi. Là. On a beaucoup de personnes qui tombent, qui vont faire des hématomes sous-duraux qui ne sont pas anticoagulés. Fait que peut-être que avec la discussion, la tolérance du risque va vraiment dépendre du type d'événement que le patient a fait. Mais quand un patient a été échaudé avec une hémorragie intracérébrale, c'est rare qu'il va décider de sauter sur l'anticoagulant. La décision doit être prise avec lui parce que ça n'enlève pas son risque de thrombosée. Fait qu'il faut qu'il compose avec le gambling. Là. J'ai plusieurs questions aussi sur les IPP. Il y a des gens ici qui demandent, par exemple, si on utilise juste l'aspirine, est-ce qu'on doit donner une IPP? Si on utilise un anticoagulant, est-ce qu'on doit utiliser un IPP? Dans quel type de patient on doit considérer un IPP? L'IPP, c'est pour les patients qui prennent aspirine ou INS. Peu importe. Si on prend juste un AOD ou de la warfarine, il n'y a pas d'indication de mettre un IPP. Je sais que ça se fait, mais j'ai même revisé dernièrement avec un collègue en gastroentérologie. J'ai redemandé pourquoi est-ce qu'on voyait ça dans les dossiers. Puis eux autres non plus ne comprennent pas. Le mécanisme, en fait, là, c'est au niveau local là, que ça se passe. Là. Parce que c'est une question de prostaglandine et de protection là, de la muqueuse gastrique qu'on n'a pas avec les AOD et la warfarine. Donc, l'IPP ne protège pas contre le saignement chez les patients qui sont seulement sous anticoagulants.
Alors, si votre patient est sous anticoagulant plus aspirine ou INS, qu'on essaie d'éviter, mais des fois, on n'a pas le choix, ou seulement sous INS ou aspirine, il y a une indication d'IPP. Donc, c'est peu importe, là, c'est le fait de prendre l'aspirine ou des INS. On demande si par exemple, vous choisissez de donner de l'apixaban chez une patiente qui a une fibrillation auriculaire, chez un patient très âgé de plus de 60 kg, et qui a une créatinine sur le bord, 125, 133, qui est toujours au-dessus de la cheval, sachant que sa clairance est probablement surestimée, qu'est-ce que vous allez dire recommander? Bien, les études ont été faites avec le Cockcroft et Gaunt, soit dit en passant, là, parce que c'est pas ce qui est utilisé là, dans les laboratoires de biochimie quand ils vous donnent la clairance de la créatinine déjà calculée toute d'avance. Là. Fait qu'il faut y aller avec cette formule-là pour se fier au type de clientèle qui a été randomisée. Mais c'est une question qui m'est souvent posée, puis pour laquelle je vous dirais que l'apixaban est bon. Le rivaroxaban, on a déjà dit qu'on ne le favorisait pas en gériatrie. Il nous reste l'apixaban. L'apixaban, on peut le descendre jusqu'à 15. Fait qu'on a quand même une latitude. Puis pour la diminution de dose, ce qui est important, c'est de surveiller la créatinine. On ne sait pas exactement où le facteur de risque augmente vraiment. T'sais, on tourne autour de... ça a été randomisé à 25, là, puis que le critère de réduction de dose tourne autour de ça. Mais encore là, c'est une décision de risque versus bénéfice parce qu'on a la même problématique avec toutes les molécules. Puis de réduire la dose sur un seul critère, je vous ai montré que ce n'était pas nécessairement utile. Puis des fois, bien, si on n'a pas tout à fait le deuxième critère, bien, on peut discuter avec le patient de voir comment on fait. Mais moi, j'aurais tendance à être sur la ligne, à maintenir la dose de base pour m'assurer que j'ai une protection puis à surveiller la fonction rénale. Mais ce n'est pas un guideline, là, c'est une opinion personnelle. D'accord. Un patient sous phénitoïne qui présente des interactions avec le NACO, y a-t-il d'autres conduites que de donner du Coumadin? Sous phénitoïne, qui a une interaction avec... des interactions avec le NACO. Je ne sais pas si c'est une interaction. Donc, est-ce qu'on donne à warfarine? La première question en gériatrie, c'est de se demander pourquoi il y a de la phénitoïne. Parce qu'on a des traitements antiplétiques qui sont nettement meilleurs et avec moins d'effets secondaires. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les passe aux antiplétiques modernes. OK. Donc, vous avez l'antiplétique pour pouvoir donner votre... Oui, préférablement que le Coumadin, là, parce que il y a des patients là, qui ont fait des convulsions il y a des dizaines d'années, là, puis en ce temps-là, c'était le Dilantin, mais là, maintenant, on a le Lamictal, on a le Keppra, puis on va avoir plutôt tendance à les switcher pour bien pouvoir les couvrir, là, plutôt que leur donner la warfarine. Là. Ici, on demande, si un patient de 85 ans reçoit Eliquis 5 mg BID avec une créatinine qui est autour de 125, mais la créatinine augmente à 2 reprises jusqu'à 135, 138, puis après ça, rediminue de nouveau. Est-ce qu'il faut ajuster la dose constamment ou on essaye là, d'avoir la même dose régulièrement? Bien, s'il tourne autour du 130, comme je l'ai dit tantôt, là, le cut-off, c'est vraiment 130, c'est parce qu'ils ont pris 130 dans l'étude, mais est-ce que 135, c'est un problème quand il est là 2 semaines de temps en temps? Moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas baisser la dose pour ne pas perdre l'efficacité. Mais par contre, si votre patient est moindrement fragile, c'est important de monitorer la créatinine souvent parce que si oui, il arrive à un moment où est-ce qu'il passe une mauvaise phase, il se déshydrate ou il tombe en insuffisance cardiaque, on ajuste les doses, la créate elle monte qu'on a pour un petit bout de temps, il faut la réajuster, la dose. C'est clair qu'on va le faire à l'hôpital, on va le faire en clinique externe, jusqu'à ce que la fonction rénale retombe là, en bas de 130. Là. Fait que c'est encore là, on est dans du cas par cas. Là. Puis il faut vraiment être capable de voir en extrapolant vers quelle direction notre patient s'en va, puis dans le doute, on baisse la dose. Ici, j'ai une personne âgée avec fibrillation auriculaire anticoagulée qui présente un syndrome coronarien aigu. On vient un petit peu à la présentation tantôt, là, qu'on traite de façon conservatrice, sans coronaro. Poursuivez-vous l'antiplacataire pendant 1 an ou moins? Bien, ça, c'est une question qu'on a demandé à Dr. Mansour, parce que je pense qu'il a répondu tantôt. J'ai compris là, que, dans le fond, quand il y a un syndrome coronarien, il faut donner un antiplaquettaire. Là. Puis les études, là, si vous retournez dans mes diapositives, là, il y avait quand même une portion significative de patients qui étaient sous aspirine dans ces études-là. Puis malgré ça, on avait un bénéfice sur le saignement versus la warfarine. Fait que je pense que là, c'est du domaine de la cardiologie. Là. Vous avez vu que leur algorithme est assez... c'est un gros arbre avec beaucoup de branches. Là. Fait qu'ils ont
ils ont leurs algorithmes puis ils ont leurs expériences cliniques aussi qui font en sorte qu'ils vont décider ou pas là, de donner 2 antiplaquettaires ou pas. Mais c'est clair qu'un patient MCAS devrait avoir un antiplaquettaire, même s'il est sous anticoagulant au direct. Ici, on nous demande patient sous anticoagulant, sous AOD, la Pixaban par exemple, il y a un IPP qui est admis pour un saignement digestif sans évidence de source de saignement. Que devrait-on faire au congé du patient concernant ces anticoagulants? On n'arrive pas à trouver d'où il saigne. Bien, c'est comme je vous expliquais tantôt, c'est une décision à prendre avec le patient. Ça dépend aussi là, de la gravité du saignement. On peut les mettre en programme transfusionnel, ces patients-là. Là. Je ne sais pas là, s'il y avait dans la tête un saignement à bas bruit que finalement, ils rentrent à l'hôpital avec une hémoglobine à 65. Là. Mais si c'est ça, ces patients-là, on peut les monitorer et on peut les transfuser au besoin pour protéger leur cerveau. Les patients qui font vraiment des hémorragies là, digestives d'une shot vraiment importante, c'est rare qu'on ne trouve pas le site de saignement. Là. Puis là, il y a toute la question là, de l'examen avec le scope long, la capsule. Fait que là, c'est avec les gastro-entérologues qu'on va regarder ça. Mais ça devient encore là une décision de cas par cas. Où est-ce que ce qui est clair, c'est qu'il faut monitorer, mais c'est probablement mieux de protéger le cerveau puis de transfuser au besoin que de priver le patient d'une protection qui est probablement au risque de paralyser. Là. Je regarde ici, bon, je me risque, là, c'est un cas clinique qu'on nous amène. Là. Un patient de 92 ans qui est transfusé aux 3 semaines, qui a anticoagulé avec de la fibrillation auriculaire. Il y a une possibilité qu'il y ait un angiodysplasie. Le patient ne veut pas cesser les anticoagulants et les cardiologues non plus. Alors, on fait quoi? Bien, est-ce qu'il faut traiter l'angiodysplasie? Là? Je dirais que ça, c'est la première chose parce que il y a certains endroits où est-ce qu'ils ne veulent pas scoper des patients très âgés alors que oui, il y a un risque de complications plus élevé parce que la muqueuse est plus friable, mais pas au point que le risque dépasse le bénéfice d'aller traiter une angiodysplasie. Là. Donc, normalement, on devrait le scoper, ce patient-là, puis aller traiter la source. Puis, il faut lui donner du fer, puis il faut... c'est la même chose, il faut choisir entre l'intestin et le cerveau. Moi, j'aurais tendance à choisir le cerveau, là, parce que je pense que c'est ça qui fait le plus mal. Qu'est-ce qui est le problème dans l'hémorragie digestive, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'on ne la dépiste pas vite. Fait que notre patient se détériore, puis là, il arrive à l'hôpital, puis il en a reperdu. Alors, si vous savez que votre patient est à risque, vous pouvez le monitorer, puis le transfuser, puis vous assurer qu'au niveau fonctionnel, là, tout se passe bien, là. Donc, je pense qu'il faut que ce patient-là soit scopé puis soit traité. Puis je pense que saisir les anticoagulants, il faut vraiment avoir une très, très bonne raison là, pour la saisir. Parfait. Ici, j'ai une patiente entre 65 et 75 ans qui est sous Pradaxa depuis plusieurs années. Est-ce qu'on devrait la changer? Oui. À quel âge, je l'ai dit? Ben là, elle avait 65, mais elle est rendue à 75. Ah! 75, la réponse théorique, là, c'est que oui, en haut de 75 ans, la Pixaban est démontrée supérieure. C'est ça la réponse théorique. Là. Puis vous avez les données dans les diapos que je vous ai présentées. Le reste, je pense, c'est plus des commentaires que les gens font. Là. Ici, si on suspecte un patient inobservant la prise de médicaments, devrait-on aller plus avec un traitement BID ou DIE? Vous avez un petit peu répondu tantôt quand vous avez mentionné. Bien, c'est DIE, mais ce n'est pas tout le temps possible. Mais il y a des regroupements de médicaments qu'on fait, nous, qu'on se permet de faire. Là, comme je donne l'exemple du Lipitor, qu'on va souvent mettre le matin quand même parce que tant qu'à ne pas le prendre le soir, il faut le prendre le matin. Là. Fait qu'il y a des regroupements à DIE où est-ce qu'il faut être imaginatif pour l'amener. Il y a des longues actions qu'on peut modifier. On peut changer des traitements pour des longues actions, là, des 2 fois par jour, changer carrément de molécules. Là. Fait que c'est sûr que... Mais c'est rare là, qu'on n'est pas capable de donner des médicaments 2 fois par jour. Okay. Puis si ça arrivait, c'est mieux de prendre les Doxaban, de risquer de saigner plus que d'avoir de la Pixaban à moitié prix. Fait qu'à ce moment-là, on les change à l'Edoxaban. Si vous avez un doute qu'il faut prendre sa 2e dose, vous êtes mieux de le passer à un DIE. Parce que le pic creux, là, des fois, je prends mon Apixaban, des fois, je ne le prends pas. C'est probablement pire que de prendre l'Edoxaban 1 fois par jour. Ou est-ce que
souvent, la famille va appeler, puis n'oublie pas, maman, prends tes médicaments. Ah oui, je vais aller prendre mes médicaments. Tu sais, c'est facile à monitorer, le CLSC peut y aller. Donc, ça devient du cas par cas. Ce qui est important, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit beaucoup quand on passe au DIE, c'est le rivaroxaban. Mais du point de vue gériatrique, le rivaroxaban devrait être évité le plus possible, puis ça devrait être l'édoxaban si vous favorisez une prise quotidienne pour une raison quelconque. Puis ici, peut-être une dernière question. Dans l'étude de Relight, Dabigatran diminue l'AVC ischémique plus que les autres NACO comparativement au Coumadin. Quel est votre avis? Bien, ça dépend du groupe d'âge. Là, je n'ai pas la Parce que c'est une généralité, là, parce que dans le groupe des 80 ans et plus, il n'y a pas de différence entre le Coumadin et le Dabigatran, alors que l'apixaban est supérieur au Coumadin. OK. Alors, c'est pas mal tout pour les questions de mon côté. Je ne sais pas dans la salle s'il y avait des dernières questions ou sinon, merci beaucoup, Dr. Duprat, pour cette présentation.